matérialisation. Très bien. Merci de votre aide, puisque un problème technique m'empêchait de lire les réponses. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet après ce premier sondage. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette vision stratégique, d'abord, qui est partagée par Adobe et Microsoft? Oui, donc c'est notre vision, j'allais dire, c'est de changer le monde professionnel et celui des particuliers grâce à des expériences numériques modernes. Donc, pendant des années, Microsoft et Adobe ont uni leurs forces pour créer une plateforme, pour créer des outils, des expériences numériques modernes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors que vous vous réveillez le matin jusqu'au moment où vous allez vous coucher le soir, donc les publicités que vous allez voir, les médias que vous allez consommer, les sites web sur lesquels vous allez peut-être naviguer et peut-être faire des achats, en fait, il y a de fortes chances que ces contenus, ces expériences aient été créés, édités et publiés grâce à la technologie Adobe. Donc, on essaie vraiment de transformer la manière dont les professionnels vont apprendre, vont travailler, vont jouer et faire des affaires grâce à ces expériences numériques modernes. D'accord. Effectivement. Alexa, je vous Ouais. voyais acquiescer. Ouais, je rebondis dessus, effectivement, parce que on le voit hein, que Microsoft, au fur et à mesure qu'on avance dans des sujets tels que l'intelligence artificielle, va de plus en plus repenser son infrastructure cloud pour s'assurer de l'optimisation de toutes les couches, qu'elles soient logicielles comme matérielles. Donc, ils ont ouvert aujourd'hui la voie sur des avancées technologiques avec des partenariats comme avec OpenAI et l'intégration de fonctionnalités avancées comme l'intégration de capacités ChatGPT dans leurs outils, hein, en axant toutes des fonctionnalités comme la recherche, l'apprentissage, la collaboration notamment. Et avec ces nouvelles capacités de personnalisation que va offrir Copilot pour Microsoft 365, on va ici avoir accès à des réponses qui vont être adaptées à nos préférences, à notre rôle également. Et Microsoft va finalement nous permettre d'évoluer dans cet environnement de travail en équipe, et on le verra un peu plus tard dans cet échange ensemble avec des fonctionnalités telles que Présent propose Copilot pour Outlook, qui va même nous aider à créer des réunions efficaces. On y reviendra effectivement en Copilot plus en détail. Je parlais au départ, au début de cette vidéo, d'un écosystème commun. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement cet écosystème et de façon un petit peu plus concrète les fonctionnalités qu'il inclut? Oui, donc ce partenariat, en fait, ce qui en découle entre Adobe et Microsoft, c'est que les plateformes cloud d'Adobe vont s'intégrer directement dans les outils de productivité et de collaboration de Microsoft. Donc ça veut dire qu'un client, par exemple, va pouvoir capitaliser sur un investissement Microsoft 365 en y ajoutant Adobe Document Cloud, en y ajoutant Creative Cloud, et le tout va lui offrir une plateforme, j'allais dire, encore plus performante et on l'espère, un temps d'avance sur le concurrent. Donc, on a aussi un alignement entre Microsoft et Adobe avec des équipes d'ingénierie qui travaillent en commun sur des feuilles de route et des investissements bilatéraux voilà, qui vont permettre de garantir un niveau de ressources et de support pour les projets à venir. Effectivement, et Microsoft se positionne quand même comme le chef de file hein, sur cette partie IA, parce qu'ils vont quand même assurer un déploiement responsable et sûr de l'intelligence artificielle hein, qui fait intervenir quand même pas mal de sujets autour notamment de la data. Donc, Microsoft s'engage notamment à défendre et à indemniser les clients qui auraient été exposés par rapport à ces sujets, qui seraient donc qui pourraient être dans des situations où ils seraient amenés à poursuivre pour des violations de droits d'auteur, en mettant en place ce que Microsoft appelle le Copilot Copyright Commitment. D'accord. Merci beaucoup. En termes d'intelligence artificielle, donc c'est vrai qu'on répond à un besoin en fait qui est assez simple quelque part, hein, qui est de créer plus rapidement, à moindre coût et de meilleure qualité. Donc effectivement, on parle d'IA responsable quelque part, et c'est vrai que par exemple chez Adobe, voilà, ça fait 10 ans qu'on a démarré avec Adobe Sensei, je vais en parler tout à l'heure. On a vraiment cette éthique de l'intelligence artificielle qui gravite autour de 3 principes qui sont le principe de transparence, de responsabilité et d'accountability, comme on dit en anglais, finalement, voilà, de prendre ses responsabilités par rapport à ça. Donc, oui, et dans cette même lignée, hein, c'est une cohérence quand même hein, de ce partenariat entre Microsoft et Adobe. On voit aussi que Microsoft, depuis des années, cherche vraiment à rendre ses outils accessibles à tous. Et évidemment, parler de ces questions de sécurité, on voit bien que Microsoft unifie de plus en plus ses plateformes, notamment avec Microsoft Sentinel et Defender XDR, hein, qui est anciennement connu comme Microsoft 365 Defender, qui ici vont être combinés pour fournir vraiment un ensemble d'opérations sécurité unifiées avec des expériences avancées de sécurité qu'offrira Security Copilot. D'accord.
Merci beaucoup. Est-ce que vous, Julien, est-ce que vous pourriez également nous parler de tout ce qui concerne la solution Live Signing? Oui, donc il y a plusieurs cas d'usage. Effectivement, ça fait quelques semaines maintenant, on a mis en route donc finalement voilà la signature en direct qui permet de saisir l'opportunité d'avoir une réunion, donc voilà une réunion virtuelle avec des collaborateurs, avec des clients, et de transformer cette réunion en une opportunité pour signer des contrats, signer des approbations, etc. Donc on devrait avoir normalement, on n'est pas venu les mains vides, on a une vidéo que la régie devrait diffuser, donc on va demander à Jean-François de bien vouloir diffuser. Je vais vous montrer en fait à quoi ressemble. Voilà, on va joindre le geste à la parole, c'est encore mieux lors d'une présentation. La vidéo va apparaître chez vous, nous allons la lancer, et pendant ce temps-là, Julien va la commenter et nous précisera toutes les fonctionnalités de cette fonctionnalité Live Signing. La vidéo est lancée, hein, normalement. Vous la voyez? Non, elle n'apparaît pas chez nous. Elle n'apparaît pas, mais écoutez, c'est pas grave, je peux essayer de la commenter, je la connais aussi quasiment par cœur. Donc en fait, voilà, imaginez, vous êtes on a Mégane normalement sur la vidéo. Voilà, ça y est, on a le retour, pardon, de la régie, merci. Donc comme je vous l'expliquais, en fait, c'est de transformer une opportunité d'un meeting pour tout simplement faire signer des contrats. Donc imaginez, voilà, on a eu Mégane sur cet écran qui est chargée de marketing, qui souhaite travailler sur des assets pour une nouvelle campagne et qui va demander à signer auprès de Diego, voilà, qui est un contractuel, de signer une clause de non-divulgation. Donc en fait, voilà, par le biais d'une réunion Teams, on va pouvoir inviter le live signing, hein, donc il y a une intégration, une application Adobe Acrobat Sign qui en retour en fait vous permet de démarrer finalement des nouveaux contrats, des nouveaux accords, éventuellement aussi de remettre à jour des accords qui seraient déjà en cours de route. D'accord. Et finalement, grâce à ce live signing, on va pouvoir sélectionner des invités parmi la liste des participants qui vont recevoir un lien, donc par le biais d'une carte interactive, comme vous allez pouvoir le voir à cet écran. Et par rapport, j'allais dire, d'un point de vue expérience du signataire, voilà, donc Diego va pouvoir par exemple partager son écran, ce qui va lui permettre de montrer et de discuter, d'échanger sur un accord en cours avec Mégane, par exemple, dans le but peut-être voilà, de tacler certaines objections, éventuellement d'avoir certaines confirmations sur certains points particuliers. Et finalement, ce meeting Teams va permettre à ces deux personnes de signer ce contrat en toute confiance. Donc voilà, comme on le voit à l'écran, on va pouvoir utiliser ses signes initiales, on va pouvoir signer au clavier. Ça se passe très très bien, ça se passe très rapidement. Et tout ça se fait effectivement au sein d'une réunion Teams. Dès lors qu'on a signé, donc le participant, par exemple, va pouvoir télécharger une copie du PDF final et signé, d'ailleurs qui est verrouillé, qui est protégé, et va pouvoir tout simplement voilà, retourner à ses activités au quotidien. D'un autre côté, pour l'organisatrice de cette réunion, voilà, qui est Mégane, ici dans cet exemple, Mégane directement et toujours dans le canal Teams, enfin dans son application Teams, va recevoir effectivement dans son fil d'activité des notifications par rapport aux éléments qui auront survenu durant cet accord. Et Mégane va pouvoir tout simplement télécharger, elle aussi de son côté, un fichier PDF final et signé, et éventuellement aussi récupérer ce qu'on appelle le rapport d'audit final, donc le chemin de preuve, hein, qui serait utile si un jour vous étiez amené à présenter un jour devant un juge et qui récapitule toutes les informations qui auront survenu sur ce contrat. Voilà, donc quand est-ce qu'un contrat a été envoyé, quand est-ce qu'il a été vu, quand est-ce qu'il a été signé par les différentes parties. Et juste pour ajouter aussi, parce que voilà, c'est pas forcément tout le monde qui va utiliser Teams, imaginez un participant va pouvoir aussi éventuellement recevoir un lien par email, Microsoft Teams va pouvoir se connecter avec son iPad, avec sa tablette, avec son smartphone, et va pouvoir effectuer la signature en direct, directement depuis son téléphone mobile. Voilà. D'accord. Donc un grand nombre de fonctionnalités pour s'adresser au plus grand nombre, pour répondre à tous les cas d'usage, les différentes alternatives qui peuvent avoir lieu dans le cadre d'une signature. Merci beaucoup Julien pour cette présentation. C'était très clair. Merci de nous avoir présenté la solution Live Signing. Nous allons continuer avec un nouveau sondage, une nouvelle question que nous allons vous poser. Donc Julien, à l'instant, nous a beaucoup parlé de la solution de signature électronique d'Adobe. Alors, c'est la question que nous allons vous poser. Avez-vous déjà déployé au sein de votre entreprise une solution de signature électronique? Là encore, nous allons vous laisser une minute pour répondre. Voilà, ça répond vite. On est déjà à 40% de taux de vote. Vous êtes très réactif aujourd'hui. 40% de taux de vote. Oui, on me souffle dans l'oreillette, ça va très vite. C'est, semble-t-il, un sujet qui vous intéresse 60%. particulièrement. 65%. On laisse quelques secondes pour les retardataires.
Effectivement, tout le monde a voté, c'est parfait. Je vais t'afficher les résultats. Il y a encore quelques secondes. Vous avez tous voté et voilà les résultats que Julien, que Alexia, je vais vous laisser commenter à votre tour. Alors, effectivement, on est sur On a 19% de DocuSign, 14% d'Acrobat Sign, 7% d'USign et 28% d'autres solutions et encore 33% de personnes qui n'ont pas de solution. D'accord. 33% qui n'ont Pas pas encore de solution, oui, et puis le reste sont partagés Ouais. entre les trois leaders, j'allais dire, les trois acteurs C'est principaux, logique, hein, effectivement. effectivement, en termes de fiabilité, sécurité. Ça marche, très bien. Merci beaucoup pour cette précision. Merci à vous qui participez. C'est très intéressant pour nous. C'est important aussi de bénéficier de vos feedbacks. C'est une des forces de ce webinaire en direct. On peut bénéficier de vos retours et des expertises de Alexia et Julien. Alexia, Julien, je vous citais, je me retourne vers vous. Vous parliez du champ un petit peu plus global des innovations. Alors, on en parlait de tout ce qui peut être proposé au sein de cet écosystème. Quelque chose qui est très important, c'est tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle. Ça, c'est un sujet auquel, au cours de l'année 2023, on aura difficilement pu échapper. Je crois savoir que, justement, au sein de cet écosystème commun, vous développez de nombreuses solutions qui ont à partie avec l'intelligence artificielle, lesquelles existent déjà à ce jour et lesquelles sont encore à venir dans votre roadmap. Oui, donc c'est vrai qu'on a démarré il y a 10 ans avec Adobe Sensei, hein, donc, qui est notre outil d'intelligence artificielle, qui s'inclut dans les différents clouds d'Adobe, hein, donc Creative Cloud et notamment Document Cloud. Donc, si on parle de quelques exemples, par exemple, au niveau de Document Cloud, vous avez des fonctionnalités qui vont vous permettre, par exemple, de placer de manière automatique des champs de formulaire. Donc, imaginez que vous avez un PDF de 40 pages ou un document Word avec certains champs de formulaire, des signatures, du texte, des cases à cocher. Grâce à cette intelligence artificielle, en fait, en quelques clics et quelques secondes, les champs de formulaire vont s'insérer automatiquement. Donc, en termes de gains de productivité et gains de temps, c'est quand même énorme. Important, ouais. Donc ça, vous allez pouvoir le retrouver dans Acrobat, hein, par rapport à des formulaires PDF classiques, mais aussi dans Acrobat Sign, donc la solution qu'on a présentée tout à l'heure via le live signing. Donc ça, c'est un premier élément. Un autre élément, c'est ce qui est en termes d'accessibilité. Donc, des contenus PDF, des fichiers doivent être d'ici 2025 accessibles. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais effectivement, aujourd'hui, on a cette loi d'accessibilité qui va arriver dans 2 ans, qui fait que chaque contenu doit être accessible pour des personnes qui ont des handicaps. Donc, il faut savoir, en Europe, c'est 1 personne sur 5, hein, environ 80 millions, qui ont des handicaps, alors visuels ou moteurs, etc. Et donc, les fichiers PDF, par exemple, les documents, doivent être lisibles grâce à de la technologie d'assistance. Cette technologie d'assistance, elle repose sur le fait qu'un PDF, par exemple, soit balisé. Donc, quand vous avez un fichier qui n'est pas du tout balisé, il ne peut pas être interprété, on a des API, on a Acrobat qui va permettre de manière quasi automatique de générer du contenu, de générer une structure. Il va pouvoir définir la langue, l'ordre de lecture, d'interpréter et d'interpréter exactement pour donner des informations qui, en retour, vont guider la technologie d'assistance. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez important qui prend beaucoup de temps quand on le fait manuellement. Bien sûr. Un des derniers points que je voulais mentionner aussi, c'est finalement, j'aime bien en faire état, c'est Adobe Scan, donc qui va transformer votre application mobile, votre téléphone mobile, en un scanner de haute qualité. Donc, une fois de plus, grâce à l'intelligence artificielle, il va détecter le type de document, des cartes de visite, des factures. Il va pouvoir en extraire des informations, il va détecter les ombres, corriger éventuellement les défauts. Hein. Imaginez un ticket de caisse qui soit un peu froissé. Et voilà, en 2-3 tapes sur le téléphone, en fait, vous avez un PDF qui sera vraiment très joli avec de l'OCR, la reconnaissance de caractère optique. Et ces fichiers sont tout simplement traités de manière très très simple. Et pour terminer, alors j'aurais souhaité en dire un petit peu plus, on avait échangé d'ailleurs avant ce plateau, mais effectivement, voilà, le 5 décembre, Adobe va faire une annonce de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle pour la partie document. Donc là, voilà, donc restez connectés, comme on dit, et attendez le 5 décembre de nouvelles fonctionnalités en fonction bêta, voilà, qui vont arriver très très prochainement. Effectivement, le 5 décembre, on y sera. Alexia, je me tourne vers vous. Vous nous parliez un petit peu plus tôt de tout ce qui concerne la solution Copilot, qui propose aux très nombreuses potentialités. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, depuis quelques semaines déjà, Copilot fait beaucoup parler. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Copilot, c'est un outil de productivité qui est alimenté par l'IA et donc qui va se reposer sur des grands modèles linguistiques, notamment avec des transformateurs préentraînés comme on l'a avec ChatGPT, GPT-4. Aussi sur le contenu Graph Microsoft, qui est quand même le cortex
de Microsoft et de l'interaction entre toutes les applications et du coup des applications, de nos applications préférées dans Microsoft, notamment Word, Excel, PowerPoint. Donc, c'est assez révolutionnaire aujourd'hui dans le sens où ce sont vraiment des outils qui vont aider à être beaucoup plus créatifs, à être beaucoup plus productifs également. Et donc, on pourra le voir avec la prochaine vidéo qu'on vous partage. L'idée de vous montrer comment Copilot va être vraiment votre copilote au quotidien et vous aider à simplifier finalement des actions qui, voilà, aujourd'hui, pourraient vous prendre 2-3 heures, voire une journée entière. Et voilà, et ce serait vraiment intéressant de voir comment est-ce qu'on pourrait gagner autant de temps pour dédier en fait son quotidien des tâches à plus forte valeur ajoutée. Oui, d'autant que, comme vous le disiez, les fonctionnalités de Copilot s'appliquent sur des applications que nous utilisons tous les jours, qui font partie de la suite Office. Comme nous l'avons fait avec Julien, nous allons vous montrer une série de courtes vidéos que Alexia va nous décrire et nous commenter pour que l'on se rende bien compte de toutes les potentialités offertes par Copilot. Exact. Donc, premier exemple, Copilot dans Word, on est tous familiers avec ça. On a ici le cas d'un document que l'on souhaite créer, c'est une proposition commerciale. On souhaite se baser sur des notes qu'on a prises via, par exemple, un Microsoft OneNote à côté et d'autres données additionnelles pour enrichir le document. Donc, l'idée, en fait, c'est d'utiliser le prompt pour lui demander de se baser sur des templates qui auraient été préfaits, enregistrés, par exemple, sur un support pour donner un aspect visuel ou en tout cas un design spécifique. Ça pourrait être le cas si vous voulez voilà, modéliser, donner des templates réutilisables à vos collaborateurs. Et on voit ici également qu'avec ce même prompt, vous pouvez enrichir le document. Donc, ce qui est intéressant, c'est que non seulement Copilot, et vous l'avez vu, ça a pris 5 secondes, 10 secondes, allez, tout au plus, pour pouvoir créer une proposition commerciale. Donc, je pense qu'aujourd'hui, entre les différentes interactions, la réutilisation qu'on veut potentiellement faire d'autres documents, la recherche qui est souvent très compliquée parce que, voilà, au sein des organisations, le côté classification des documents aussi est un sujet. Bien sûr. Donc, en fait, finalement, Copilot va se charger d'aller rechercher la ressource partout dans l'environnement. Il suffira tout simplement de lui donner le nom du document qui ira chercher et cela viendra alimenter votre document de travail, tout simplement. Et ça représente pour les entreprises un gain de temps assez énorme, surtout pour les entreprises qui doivent stocker et héberger énormément de documents. On se rend bien compte. Nous allons passer à la vidéo suivante que vous allez également commenter pour nous, Alexia. Donc, cette fois dans PowerPoint, ça peut nous arriver le syndrome de la page blanche. Par quoi commencer pour faire une belle présentation efficace et surtout instructive, pertinente. Donc là, pareil, je peux partir d'un modèle existant. Donc, je pars toujours de mon même exemple, mon fichier Word, vous vous souvenez, ma proposition commerciale. Donc, je voudrais une présentation qui puisse synthétiser les éléments de cette présentation. Je voudrais également mettre en avant les aspects coût-bénéfice sur, du coup, pour cet exemple, des matériaux durables. Et je voudrais qu'on puisse avoir des animations dans cette présentation pour la rendre beaucoup plus dynamique. Et évidemment, comme vous le voyez, on a automatiquement toutes les notes de speaker, de présentateurs, qui s'affichent ici comme une aide à la présentation. Donc, ça va même au-delà de présenter, donc de faciliter un travail de production, de rendre des éléments visuels compréhensifs. Et en fait, ça apporte même une aide dans le déroulé, en fait, dans la manière dont le message sera délivré. Donc, de manière plus claire et plus pertinente aussi. Donc, il y a des vrais enjeux de communication au sein des entreprises. Et là, c'est pareil, on peut tout à fait imaginer que qu'on peut aller vers des réunions plus courtes, que qu'il n'y a pas d'éventuels malentendus par rapport au message qui doit être véhiculé. Donc là, en termes de productivité, c'est également très concret pour les entreprises. Exactement. Sachant que là, on est d'accord, on va éviter les redites, on va éviter les recherches inutiles, on va éviter le versionning. On part de documents existants, synchronisés dans un environnement cohérent. Donc, c'est toute une trame de travail qui se met en place et une cohérence de collaboration aussi. Donc,
pour les collaborateurs entre eux, c'est beaucoup plus pertinent de travailler en fait dans un espace unifié qui présente des datas très claires. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons passer à la vidéo suivante, toujours à propos de Copilot. Donc cette fois-ci dans Excel, et là on va traiter un fichier de calcul, hein. On va avoir tous les résultats financiers justement concernant la thématique, hein, dont nous parlions dans notre proposition commerciale. Et en fait, on va demander donc à Copilot de nous analyser en 2-3 points les mots principaux, hein, les tendances principales à retenir de ces résultats. Donc sur on va dire le produit A. Donc, il va nous faire une synthèse donc en tableau des tendances remarquables sur la période, hein, sur les différents trimestres, avec un graphe à l'appui. On va demander également au prompt de mettre en avant les datas pour que ce soit beaucoup plus clair visuellement et d'aller analyser le positionnement de ce même produit par rapport à la vente d'un produit, on va dire, concurrent ou connexe. L'idée ici étant de mettre en avant la réaction, en tout cas, mettre en avant des hypothèses commerciales. Comment est-ce que le produit aurait réagi en concurrence ou en association avec tel ou tel produit. Donc, en fait, on va ici pousser finalement l'analyse. Donc, ça permet de remettre en perspective les données par rapport à des vraies tendances et des vrais résultats financiers. Ça permet également de rendre beaucoup plus cohérent l'analyse et surtout le sujet qu'on veut mettre en avant. Et en fait, là, en fait, on est dans un vrai positionnement typiquement d'accélération de la prise de décision, où on a des datas qui sont analysées, prêtes à l'emploi et facilement interprétables. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail de synthétisation, c'est-à-dire qu'on peut avoir, parfois, on peut se dire, un tableau Excel, il y a énormément de données, lesquelles sont vraiment importantes, lesquelles vont être vraiment utiles de façon également très concrète pour la prise de décision. Là, finalement, il y a ce travail de synthèse qui est fait, qui délivre, et même de façon très rapide, qui délivre les chiffres clés, ceux sur lesquels on peut vraiment se concentrer pour la prise de décision. C'est ça, et toujours dans un temps record. Très important. On va regarder ensemble la 4e et dernière vidéo qui présente les fonctionnalités de Copilot. Donc là, on est typiquement dans vos... We all struggle with the pull-up. Problème technique. But at the same time, respond to. Copilot. Merci. Donc effectivement, on est dans votre boîte mail, hein, vous avez différents mails à traiter. On voit que Copilot ici va vous synthétiser en quelques points les points importants que vous devez retenir de chacun des mails, hein. On voit aussi sur la version mobile de Outlook qu'on peut non seulement demander à Copilot de mettre en avant les actions demandées exactement dans le mail, parce qu'on peut avoir souvent beaucoup d'informations partagées. Donc là, on va à l'essentiel et on demande finalement à Copilot de nous aider à traiter le mail. Donc, on voit qu'il y a quand même une mise en avant. Dans cet exemple en particulier, on a le collaborateur qui nous demande des recommandations sur un plan d'action par rapport on va dire, à une tendance en baisse de résultats financiers. Donc, en gros, Copilot va non seulement aller récupérer nos fameux tableaux qui démontraient les tendances et les différentes hypothèses de comportement par rapport à tel ou tel placement et telle ou telle décision. Donc, on va pouvoir remettre en avant cette analyse et proposer en quelques points importants les rapides actions qui pourraient nous permettre d'être plus successful sur un sujet donné. Il y a quelque chose que vous soulignez qui est assez important. Vous disiez on peut réutiliser des chiffres qui avaient été exploités via Excel. C'est quelque chose qui est important également à propos de Copilot, c'est-à-dire c'est la fonction qui peut jouer de jonction, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est cloisonné d'une application à l'autre, c'est vraiment, ça va être un outil un petit peu holistique, un petit peu global, c'est-à-dire que finalement, si on travaille sur un seul et même projet qui inclut, pour lequel on doit travailler sur Word, sur Excel, sur Outlook, finalement tout ça participe du même mouvement et Copilot est là pour nous aider de A à Z. Finalement. Oui, complètement pour unifier parce que comme on le disait, la force avec Microsoft Graph, c'est que c'est complètement le cortex, donc les interactions elles se font sur
tout l'environnement. Et c'est aussi la force de l'espace de travail Microsoft 365, c'est que tout est interconnecté. Donc, un document aura très rapidement pertinence et sera très rapidement lié dès le moment où il se trouve dans votre environnement de travail. D'accord, c'est bon à savoir. Il y a également quelque chose qui est très important qui prend de l'ampleur au sein de ce que propose Microsoft, c'est l'outil Bing Chat. Donc, est-ce que tout d'abord, alors, est-ce que vous pourriez nous le présenter? Et ensuite, on va faire comme on avait fait pour les précédentes vidéos, on va joindre le geste à la parole puisqu'on vous proposera une démonstration cette fois-ci en live. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Oui, alors pour faire très simple, je pense que personnellement, chacun et même toutes les personnes, je crois à minima qui sont connectées, ont déjà pu entreapercevoir ChatGPT. Donc l'idée, c'est qu'on reste sur cette idée de prompt qui va pouvoir nous aider à avoir de l'information très rapidement, de manière, on va dire structurée. C'est comme si en fait on s'adressait à un assistant et on lui demandait de nous récapituler des informations, de nous rechercher de la donnée. Donc, la force en fait de Bing Chat, c'est qu'on reste dans l'environnement de votre entreprise. Donc, les données sont sécurisées, elles sont cloisonnées dans votre entreprise, elles ne sortent pas. On se connecte via le navigateur Edge. Donc, Edge qui, pareil, est interconnecté avec tout l'environnement. Donc, si vous avez des documents stockés voilà, dans SharePoint, des documents que vous avez enregistrés de travail, et que vous lui demandez, par exemple, de vous synthétiser les informations les plus pertinentes sur votre préparation ou de le mettre en relation avec des données du marché, parce que finalement, Edge est un moteur de recherche, il va pouvoir justement faire la combinaison des deux pour vous donner la meilleure information. D'accord, merci beaucoup, c'était très clair et ce sera peut-être encore plus clair avec la démonstration que nous allons vous proposer dès à présent et qu'Alexia commentera pour nous également. Donc, comme vous le voyez, on a un prompt à qui on va donner des instructions claires et effectivement, si vous voulez par exemple que le prompt vous résume ici, on va lui demander justement quelles sont les tendances du marché ou quels sont les sujets d'actualité en ce moment. Et en fait, le prompt finalement va vous afficher les résultats les plus pertinents qui ressortent sur Internet. Donc, si par exemple, on veut lui demander, alors effectivement, quelles sont les tendances du marketing digital en 2023, on voit justement en première réponse que on a alors l'aspect commerce social, l'aspect marketing personnalisé, on a les sujets IA qui vont revenir aussi, donc l'intelligence artificielle, ça reste des tendances du moment, on est quand même à une échelle, on est voilà, sur un moteur de recherche global. Donc, ces sujets-là, le Bing Chat nous montre et nous prouve que ce sont des sujets complètement d'actualité. Les entreprises travaillent beaucoup dessus. Et donc, voilà, encore une fois, la force de l'outil, c'est que ce qui va vous remonter restera au sein de votre entreprise. On aura moins la crainte de sortir des datas qui nous concernent. Donc, on est un peu rassuré par rapport à ça. Et aussi, petite information, en décembre, je crois le 1er décembre, en tout cas la première semaine de décembre, Bing Chat sera renommé en copilote. D'accord. Ce qui ramène un peu plus de cohérence et de pertinence sur la fonctionnalité en elle-même. D'accord. Merci beaucoup, Alexia, pour toutes ces explications. Julien, je me tourne vers vous puisque l'écosystème dont nous avez parlé et les outils d'intelligence artificielle se déploient également via d'autres voies. Est-ce que vous pourriez nous présenter, revenir là-dessus? Oui, on parlait d'intelligence artificielle pour générer du contenu. Donc, on a Firefly, qui est la dernière bouture de la famille CNC, finalement, qui est de l'intelligence artificielle générative qui va ouvrir des possibilités quasiment infinies pour les créatifs, j'allais dire. Donc voilà, c'est une technologie qui offre un moyen vraiment très rapide de créer des contenus. C'est une intelligence artificielle qui a été entraînée sur Adobe Stock, notre plateforme d'image, qui contient environ, même plus de 300 millions d'assets en haute définition. Voilà. Donc le moteur se nourrit de ces images. Et c'est une technologie qui est intégrée directement à la suite Creative Cloud, et également Adobe Express aussi, qui est notre autre outil qui rassemble un petit peu toutes ces fonctionnalités. Donc, on a une petite démo aussi à vous. J'allais le dire, tout à fait. Je crois qu'on a Alexis en régie qui va faire un prompt un petit peu comme pour
Nous allons vous Bing montrer. Chat. Bing Chat, ouais. Mais version créative. Donc voilà, imaginez, voilà, vous êtes sur Firefly, alors sur du web, vous pouvez le faire sur Photoshop, vous avez un prompt en fait, et on va tout simplement taper. Alors les mots-clés qu'on avait décidé en fait, c'est finalement d'avoir un. Imaginez, voilà, vous souhaitez produire un menu, vous êtes restaurateur, vous voulez faire une belle photo d'un burger. Donc vous allez taper tout simplement photo d'un burger juteux, voilà, etc. avec voilà, des informations de gros plans culinaires. Et en fait, en général, en 10-15 secondes, vous allez avoir finalement l'intelligence artificielle qui va récupérer, qui va faire un match avec ces critères que vous aurez entrés. Donc on est vraiment sur ce qu'on appelle le text to image, le texte vers l'image. On a un prompt texte. Et en retour, effectivement, on va se retrouver avec alors des burgers, il y a peut-être des crêpes aussi ici, je ne sais pas si en région on a tapé les bons mots-clés, mais voilà, dans tous les cas, on a quand même une photographie culinaire qui a été montée de toutes pièces, j'allais dire, on est vraiment sur une photographie qui a été rassemblée avec d'autres éléments qui proviennent d'Adobe Stock et qui génèrent des résultats très très rapidement. Et si les résultats ne vous plaisent pas, en fait, vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton générer d'autres datasets et récupérer d'autres solutions. Donc ça, c'est très, très sympa pour les créatifs, c'est un gain de temps quand même assez énorme. Bien sûr. Donc ça, c'est pour la version 1, j'allais dire. On a aussi une autre démo, en fait, qui, elle, part de l'IA générative. Donc, normalement, on va avoir une deuxième vidéo, j'espère, qui va s'afficher sur vos écrans. Donc, imaginez, voilà, vous êtes une agence de voyage et vous souhaitez promouvoir une nouvelle destination sur une île, par exemple. Vous avez cette belle photo ici, mais vous souhaitez faire un panneau publicitaire. L'image est trop petite, comme on peut le voir. On a une partie qui est en blanc ici. On va demander à Firefly, dans Photoshop, par exemple, ici, de régénérer du contenu, d'inventer du contenu, tout en conservant le contexte actuel de l'image qui était sur la droite. Donc, sur la partie gauche, sur cet écran, vous voyez finalement des variantes, avec une chaîne montagneuse, avec la mer qui est derrière. Ça, c'est une image qui a été complètement créée. Donc déjà, vous avez une dimension qui est bien pour un gros panneau publicitaire qui sera, par exemple, sur le bord de la route. Maintenant, imaginez, voilà, on parle de vacances, vous avez sur cette image, vous avez des rochers. C'est des jolis rochers, mais bon, quand on parle de vacances, je pense qu'on veut avoir une plage. Donc ici, une fois de plus, on sélectionne les rochers. On va demander à Firefly de générer une plage ou plusieurs plages. Donc ici, une fois de plus, on se rend compte que l'outil a vraiment récupéré de l'information de l'image et essaie de l'intégrer dans le fond, comme vous pouvez le voir, avec plusieurs variations. Donc si, une fois de plus, ces résultats ne vous conviennent pas, vous pouvez tout simplement en générer d'autres et sélectionner celui que vous souhaitez. Donc, vous êtes un petit peu comme un directeur finalement qui essaye en temps réel et qui regarde un peu à quoi va ressembler la sortie. Donc ça, c'était la deuxième étape. On est toujours sur Photoshop. La troisième étape, par exemple, ce serait de dire sur cette vidéo, c'est de dire, ben voilà, la randonnée, c'est très tendance et on veut peut-être, écoutez, avoir un encart publicitaire qui va plaire à nos amis randonneurs. Donc, on va sélectionner une fois plus la montagne au fond, le ciel avec un petit bord de mer. On va demander à Firefly de générer une chaîne de montagne tout simplement. Et une fois de plus, en quelques secondes, ça passe par Adobe Stock, l'intelligence artificielle Firefly va vous redonner une image qui va se fondre parfaitement bien sur ce panneau publicitaire. Pardon. Pour nos amis les randonneurs. Alors, la vidéo, voilà, pour les amis randonneurs. Imaginez, voilà, vous êtes un tour opérateur aussi, peut-être vous souhaitez rajouter l'image d'un avion. Voilà, donc une première version avec un avion, peut-être les gens veulent voyager en avion pour aller sur cette île paradisiaque. Donc voilà, Firefly va générer un avion, tout simplement. Donc celui-ci, on dirait qu'il décolle de la mer, c'est pas forcément mieux. Voilà, l'autre a l'air d'atterrir. Voilà un peu bas. Voilà, celui-ci va atterrir. Donc ça, c'est tout simplement, voilà, en quelques secondes, on se rend compte qu'on peut faire un panneau publicitaire. On va pouvoir y ajouter éventuellement aussi un slogan, ou voilà, des images, des infos sur la marque, qui peuvent être, elles aussi, générées avec Firefly. Donc voilà, on est vraiment dans la bibliothèque Creative Cloud, qui est déployée dans tous les outils Adobe. Et ce logo va arriver, voilà, tout simplement, sur cet écran. Imaginez, on souhaite faire une deuxième version, et je vais bientôt terminer sur cette vidéo, une deuxième version pour, par exemple, des clients qui préféraient une croisière en mer. Donc voilà, on va remplacer cet avion, on va tout simplement demander à Firefly peut-être de nous aider à avoir un beau visuel avec cette fois-ci un bateau de croisière. Donc une fois de plus, on va taper le mot-clé qui va bien, voilà, et Firefly va vous retourner une fois de plus une image qui va complètement s'intégrer dans ce fond publicitaire. Voilà. Donc là, en fait, ça fait quoi? Ça fait 2 minutes environ, on a carrément une image qui a été créée quasiment de toutes pièces. On va pouvoir rajouter le logo. On est dans Photoshop, ça tombe bien, on peut avoir un aperçu de joli billboard. Alors peut-être on se rend compte que le logo est un petit peu petit ou que le texte est un peu trop petit aussi, donc on va l'agrandir. Mais toujours, toujours pour dire que finalement, voilà, on a réussi à créer quasiment de toutes pièces un encart publicitaire avec la technologie Adobe, avec l'intelligence artificielle. Ça aurait pris encore 2 ans, 3 ans, peut-être 5 ans, voilà, ça aurait pris des journées entières. Bien sûr. Pour un créatif. Donc voilà, le gain de temps et d'argent
il est vraiment là grâce à l'intelligence artificielle pour la suite Creative Cloud. Oui, puisque je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant. Vous parliez tout à l'heure de solutions que l'on rend plus accessibles au fil des années. Là, c'est exactement ça, c'est-à-dire que grâce aux outils d'intelligence artificielle, on rend accessible cette création-là, cette créativité qui, au départ, avant, quand on voulait ne serait-ce que, enfin, quand on voulait être vraiment confiant avec les outils comme Photoshop, il fallait se former, ça prenait beaucoup de temps. Et là, finalement, c'est aussi un moyen de démocratiser ces outils-là et puis de les rendre beaucoup plus accessibles. Oui, en effet, ça rejoint des principes aussi, une de nos visions, en fait, dont je voulais parler au début d'ailleurs, c'est de la créativité pour tous. Effectivement, des outils très professionnels tels que Photoshop, Illustrator, on essaie de rassembler des fonctions et de proposer des fonctions, notamment grâce à l'intelligence artificielle, qui permettent à chacun, puisqu'on estime que chacun d'entre nous, on est tous des créatifs, de pouvoir s'exprimer, de raconter son histoire et le faire avec des outils qui soient simples d'utilisation, quel que soit l'âge, quels que soient les horizons et quel que soit, j'allais dire, le niveau de compétence professionnelle. Voilà. C'est très clair. Merci beaucoup. Nous allons passer au prochain sondage, à la troisième question que nous allons vous poser aujourd'hui, puisque Alexia et Julien nous ont présenté en détail les différentes fonctionnalités, les différentes potentialités que recouvre cet écosystème. Donc la prochaine question sera celle-ci. Seriez-vous prêt à déployer les outils d'intelligence artificielle Microsoft au sein de votre entreprise pour un usage quotidien? Donc là encore, nous allons vous laisser une petite minute pour répondre et nous allons ensemble commenter les résultats. Pareil, hein, ça répond très vite. Il y a 40% de l'audience qui a répondu. 40% d'entre vous ont disparate, très répondu. 50%. Information supplémentaire, information sur copilote. 30% pas encore sûr. Ouais, pas encore assez d'informations. 30%. 19% qui ont trop peur des fuites de données. Ça peut s'entendre 20% maintenant. Très bien. Et il n'y a personne qui répond 0. Hein. Ça, c'est. Je pense que tout le monde ici a compris l'intérêt de. Il y a effectivement. Personne d'entre vous n'a répondu 0 et aucun outil. Apparemment, tout le monde est convaincu des potentialités de l'intelligence artificielle. Donc, nous allons ensemble regarder les résultats. Alors, 49% qui ont besoin d'une formation, 30% pas 49% ont besoin, d'entre vous ont besoin d'une formation, 30% ne sont pas encore sûrs. 49%, c'est quand même, on est près de la moitié, c'est quand même quelque chose qui est assez important. Je pense qu'il y a tellement de bénéfices, et notamment par rapport à l'exemple que tu montrais tout à l'heure sur les emails. C'est vrai qu'on reçoit tous des emails, ce besoin de synthétiser du contenu, etc. C'est quand même énormément de bénéfices et je pense que tout le monde s'en rend compte. Et je pense que tout le monde est intéressé. C'est vrai qu'en 2023, on parle que de ça. Il y a vraiment eu ce bond sur l'intelligence artificielle qui fait qu'elle est disponible, elle est là, elle est très puissante d'ailleurs. C'est ça. Et le pari réussi quand même avec Microsoft en proposant Copilot pour Microsoft 365, c'est qu'on est sur des outils qu'on connaît déjà très bien. Bien sûr. C'est notre quotidien, on fait des présentations, on lit des mails, on traite des fichiers Excel tous les jours, j'ai envie de dire. Et en fait, finalement, c'est une aide qui était plus ou moins attendue sans le formuler, sans jamais l'espérer, qui est aujourd'hui disponible à la portée finalement bientôt de tous. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que au début, il y a quelques années encore, comme vous le disiez, ça tenait peut-être d'un vœu de la part des entreprises, mais les moyens techniques, alors les moyens techniques aujourd'hui sont présents. Et il y a aussi quelque chose que vous soulignez tous les deux qui est très important, c'est-à-dire que je pense que d'après ce qu'on a pu voir dans le sondage, ce qui peut être un frein pour des entreprises, c'est l'aspect sécurité, traitement des données. Et le fait de collaborer avec des entreprises comme Adobe, comme Microsoft, comme vous le disiez, c'est des entreprises dont c'est le cœur de métier. Donc, en matière de sécurité des données, de cloisonner, de siloter, comme vous le disiez, de ce côté-là, il n'y a aucun rythme que les données soient utilisées à mauvais escient, soit, comment j'allais dire, diffusées pour un usage qui n'était pas le leur au départ. Oui, en effet, oui. Donc les données sont sécurisées sur le cloud. On a aussi, j'en parlais tout à l'heure, donc les règles de principe qui vont régir l'éthique finalement, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Où sont les données, la gouvernance des données, les contenus générés, les images générées. Voilà, est-ce que ces images sont conformes? Est-ce qu'elles vont pas froisser des personnes? Elles vont pas atteindre certaines sensibilités? Mais c'est vrai qu'en termes de sécurité, il me semble qu'on a une slide aussi qui devrait arriver par rapport à l'aspect sécurité sur Microsoft et
Oui, on y reviendra. pardon. C'était ma question suivante, il n'y a pas de D'accord. souci. Justement, on a parlé on en a un petit peu parlé jusqu'ici quand on parle de productivité, de sécurité, même d'expérience utilisateur. Aujourd'hui, c'est des thèmes qui, pour les entreprises, pour vous qui nous regardez, j'imagine, sont des thématiques très importantes que les entreprises ont en tête, sur lesquelles elles aiment souvent avoir des réponses assez concrètes, assez immédiates. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, justement? Oui, effectivement, et Julien a très bien dit en parlant de gouvernance de données. Ça va être, c'est un sujet, on va dire, sur lequel nous conseillons de ne absolument pas faire l'impasse, parce que on a beaucoup parlé et encore beaucoup ces derniers temps de fuite de données, de cyberattaques, et les entreprises sont très frileuses par rapport à ce qu'adviendra les données et comment les collaborateurs les utiliseront. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Microsoft peut capitaliser sur déjà des outils qui existent et que des administrateurs connaissent bien, et on serait ravis bien sûr d'en reparler au besoin pour se resensibiliser sur le sujet. Mais en fait, typiquement, quand on va parler de gouvernance des données, on a aujourd'hui la possibilité de faire ce qu'on appelle de la classification de données, et donc d'aller sécuriser, à poser dans des étiquettes qui vont finalement prévenir la fuite de la donnée, donc empêcher justement par faute d'un collaborateur, ou tout simplement une erreur de laisser la donnée sortir. Donc ça va bloquer l'accessibilité. On va avoir également d'autres outils tels que Entra qui vont permettre de sécuriser l'identité donc des collaborateurs qui accèdent à leurs données tous les jours. Et en parlant de l'aspect matériel pur, on va avoir parfois des mobiles d'entreprise ou des ordinateurs portables sur lesquels on travaille. Avec Intune, on va pouvoir enrôler ces appareils-là pour les sécuriser, et en cas, par exemple, de perte ou de vol, on a la possibilité de faire tout simplement un blocage, une encryption donc des données, et pourquoi pas donc un effacement, un swap total de la donnée. C'est-à-dire que les fonctionnalités que vous nous présentiez à l'instant, même en cas de potentielle erreur humaine, ça permet de parer ces éventuelles erreurs-là. Donc finalement, quand on sait que que ce soit quand on parle de cyberattaque, quand on parle de fuite de données, on sait que la plupart du temps, ça provient d'une erreur humaine. Donc là, finalement, ça permet également de se prémunir de ça. Exactement, c'est ça. C'est une aide supplémentaire. Effectivement, les administrateurs vont mettre en place des outils, ils vont gouverner finalement la manière dont les données vont être utilisées, traitées, protéger les salariés pour leur permettre d'être productifs, donc en sécurité. Et effectivement, ça va amener une sécurisation supplémentaire au niveau de l'humain, parce que ça arrive, les erreurs humaines, pour mettre un dernier barrage justement à la fuite de ces données. Et je mentionnais au départ la notion d'expérience utilisateur. Là, c'est capital, puisque c'est-à-dire que moi, si je suis un collaborateur qui a accès à des données sensibles, qui peut avoir peur de les faire fuiter, finalement, de savoir qu'il y a un outil qui est à mon service et qui permet de se prémunir de ça, en termes de pression, en termes de stress, au quotidien, ça fait clairement la différence pour un collaborateur. Exactement, et c'est aussi ça qui fiabilise et qui retient les talents dans les entreprises. Bien sûr. On a accès à de la technologie moderne, et en fait, ça fidélise à l'image d'une entreprise, au fait que l'entreprise a à cœur d'accompagner ses employés au quotidien et justement de l'aider à travailler en sécurité et sans se faire de soucis. Julien, je me tourne vers vous. Vous souhaitiez ajouter quelque chose? Oui, non, en fait, parce que vous parlez des étiquettes de sensibilité. C'est vrai que par exemple, aujourd'hui, dans Acrobat, quand on va générer du contenu, on va pouvoir appliquer aussi des étiquettes MPIP, donc Microsoft Purview Information Protection, en fait, qui permettent quoi? Une entreprise de garantir qu'un document, lorsqu'il va quitter les murs de l'entreprise, qu'il ne soit pas édité, qu'il ne soit pas ouvert, qu'il ne soit pas lu, qu'il ne soit pas transformé par n'importe qui. Donc voilà, vraiment cette synergie entre la conformité. Voilà, donc c'est un premier point. Et j'allais dire aussi en termes de signature électronique, voilà, on a aussi des règles qui font aussi que finalement ces documents vont rester sécurisés, seront conformes par rapport au règlement EDAS qui régit aussi la signature électronique au niveau du droit européen. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons passer à la quatrième et dernière question de ce webinaire, le sondage. On l'a dit, pour vous, probablement pour nombre d'entreprises, la gouvernance des données est quelque chose qui est capital, que les entreprises ont toujours en tête. Donc la question sera celle-ci: comment assurez-vous tout à fait personnellement au sein de votre entreprise la gouvernance de vos données? Nous allons vous laisser
1 minute pour répondre. Vous êtes déjà assez nombreux Oui, à bon, répondre. on m'entend, donc on est à 25% de votants. 25% Voilà, d'ores et déjà 30%, de votants. 30%, 40%. Ça ne fait qu'augmenter. Ça agit vite. L'heure du déjeuner arrive. C'est peut-être ça. On va laisser encore quelques secondes. pour Nous les laissons quelques retardataires. secondes aux retardataires et nous allons passer aux commentaires. Nous allons commenter ces résultats, voir le rôle que ça peut jouer dans vos entreprises. Allez, je ferme et je vous partage les résultats. Et nous allons recevoir les résultats. Alors, 69% avec des règles de classification, doc interne, PDF et ou email seulement. 25% avec des règles de classification qui sont directement intégrées dans l'outil, donc c'est très intéressant. Et 6% qui pensent qu'il n'y a pas besoin de règles de classification. Alors là, je pense que… C'est ce chiffre-là, c'est peut-être le chiffre des 6% qui est le plus frappant, j'allais le dire. 6%, c'est presque 6% de trop. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui est… on se croit peut-être souvent mieux protégé qu'on est, mais je pense que vous êtes bien placé dans vos postes respectifs pour savoir que presque aucune entreprise ou presque n'est à l'abri d'une potentielle attaque ou même d'une fuite de données. Non, c'est vrai, oui, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et c'est pour ça que les outils Adobe, comme les outils Microsoft, en fait, vont toujours inciter les utilisateurs, les professionnels à sécuriser leurs documents, à penser à ces gouvernances de données et offrir tous les outils justement qui vont permettre à une entreprise, quelle que soit sa taille, de s'assurer à ce que ces documents soient conservés, soient sécurisés. C'est ça, et quelque part quand même avec ce qu'on va appeler l'expérience utilisateur. Hein. Évidemment, les outils vont être là pour sécuriser, mais on n'oublie pas quand même l'aspect sensibilisation aussi, parce que Bien sûr. voilà, tout vient aussi de l'humain, du comportement de l'utilisateur qui utilise ces outils, il ne faut pas l'oublier. Donc, ça reste quand même important finalement de ne pas oublier des étapes de sensibilisation à l'usage responsable aussi voilà, et intelligent des outils. Oui, quand on parle de sensibilisation, en plus, il s'agit d'un effort continu, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit avoir lieu de façon régulière. On ne peut pas finalement se contenter de former les collaborateurs et de dire là, ça y est, c'est quelque chose qui doit être assez itératif, puisqu'il y a de nouveaux types d'attaques qui émergent. Donc, ça doit s'agir d'un effort un petit peu sur le temps. Exactement. Alexia, Julien, merci beaucoup pour toutes ces présentations, ces cas d'usage, ces vidéos que vous nous avez présentées. Nous allons bientôt arriver au terme de ce webinaire. Je remercie mes deux invités. Afin de terminer, nous allons prendre les questions que vous avez pu envoyer au cours de ce webinaire. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les envoyer encore. Nous allons prendre un peu de temps pour y répondre. Une première question que j'ai reçue qui s'adresse plutôt à vous, Alexia, je pense, à propos de Copilot. Finalement, est-ce que Copilot est uniquement, exclusivement réservé aux grandes structures, aux grandes entreprises? Alors oui, très intéressante comme question. C'est vrai que Microsoft a fait plusieurs annonces aujourd'hui et a simplement a choisi une stratégie de priorisation par rapport à la maturité que peuvent avoir certaines entreprises. Donc, bien entendu, aujourd'hui, les règles vont concerner principalement les structures qui vont avoir des licences Microsoft 365 E3. Donc, en général, on cible les structures qui sont capacités d'avoir à minima 300 voire 500 licences déjà en place. Mais c'est prévu dans la roadmap et ça arrivera très rapidement. De toute façon, ça avait déjà été annoncé que les small and medium business seraient également dans la cible. Parce que c'est pas parce qu'on est une structure un peu plus petite qu'on n'a pas justement des besoins, des problématiques qui tournent autour de la productivité, de la sécurisation. Donc c'est un sujet qui va arriver. Ça prend un peu de temps parce que voilà, il y a quand même tout un voyage en termes de préparation que doivent effectuer les entreprises pour emmener les collaborateurs sur l'IA, mais c'est prévu et ce sera annoncé, je pense, dans les prochaines semaines. Très bien. Et je me permets également, toujours pour vous, Alexia, de revenir sur quelque chose que vous mentionniez au début, sur lequel nous avons reçu une question qui demandait davantage de détails, tout ce qui concerne le versant Modern Workplace. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus? Comment vous accompagnez finalement les entreprises sur cette partie-là? Oui, bien sûr, et je pense qu'on pourra afficher pour nos participants notre catalogue
de services d'accompagnement. Alors, effectivement, comme vous le verrez à l'écran, on a beaucoup parlé d'IA, donc je vais commencer par cette partie IA avec, avec mes équipes. Hein. Nous sommes aujourd'hui en capacité d'accompagner les clients sur cet aspect de découverte de l'intelligence artificielle, parce que bien sûr, copilote est une chose, mais l'intelligence artificielle en est une autre, plus englobante. Donc, l'idée, c'est de comprendre d'abord de quoi on parle, quels sont les enjeux par rapport à l'IA, parce qu'après, on pourra décliner sur des sujets comme l'IA responsable, la sécurisation, la gouvernance de la data. Donc, on est en capacité de vous expliquer ces concepts-là, bien évidemment, de faire des démos, de faire des présentations, de vous permettre d'appréhender un peu mieux l'IA dans l'écosystème Copilot, enfin dans l'écosystème Microsoft et avec Copilot dans vos outils au quotidien. Donc, sous forme d'atelier. Ce sont des sessions de 2-3 heures qui peuvent se faire avec des groupes d'utilisateurs donnés. Ça peut être des groupes champions, ça peut être des administrateurs. On répond à vos questions, donc vous avez des experts à votre disposition également, donc des démos qui peuvent être personnalisées selon les cas d'usage. Et du coup, ce que je voulais rajouter, très important pour, encore une fois, ce voyage dans l'intelligence artificielle, c'est surtout l'aspect préparation. Et encore une fois, on le verra sur le catalogue, dans cet aspect préparation, il y a des questions fortes autour de comment vous sécurisez vos données, comment vous les classifiez, comment est-ce que vous êtes conforme par rapport à la donnée. Donc nous, aujourd'hui, on peut travailler avec vous sur des plans de gouvernance de la donnée, vous faire des alertes, mais surtout créer votre feuille de route pour mieux cadrer et contrôler vos données. Et bien évidemment, une fois que, on va dire, l'aspect administration, gestion est ficelé, on peut passer à des questions donc, de formation des utilisateurs finaux qui, eux, sont au quotidien proches de ces outils. Et surtout, un aspect très important, c'est l'aspect conduite du changement, qui sera très, très fort aujourd'hui parce que l'IA, c'est nouveau et encore plus aujourd'hui dans nos méthodes de travail. Un vrai changement modernes. de paradigme Complètement. qui doit être accompagné. Merci beaucoup, Alexia. Je vais consulter la régie. Nous avons peut-être… Yes, Robin, donc tout le monde m'entend. Il y a pas mal de questions, beaucoup de questions. Je vous en remercie. Il y en a plus d'une trentaine, donc on ne pourra pas répondre à toutes. Donc on va en prendre quelques-unes. N'hésitez pas aussi à nous rajouter dans le chat si vous voulez qu'on teste des prompts. C'est vrai que tout à l'heure, on a fait un prompt et ça a sorti une crêpe. On l'a refait à l'instant et ça sort bien un burger. C'est toujours direct. Le logiciel qui avait très faim. Exactement. Alors, j'ai une petite question pour toi, Alexia. Oui. La question des tarifs copilotes. Comme ça, on entre dans le vif du sujet. Et le niveau de licence qu'il faut pour le moment pour accéder à copilote. Donc, si j'ai bien compris, le tarif et le niveau de licence, c'est bien ça? Ok. Exactement. Merci. Alors, évidemment, hein, donc on va parler du sujet prioritaire, enfin, la priorité qu'a donné Microsoft aujourd'hui, donc avec les plus grosses structures. Hein. Alors, il faut que les sociétés soient aujourd'hui à minima sur de la licence Microsoft 365 E3. D'accord. Impératif. À ces licences Microsoft 365 E3 s'ajouteront les licences spécifiques pour le copilote. Et ces licences spécifiques pour copilote seront à un tarif de $30 par utilisateur et par mois. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Alexia. Peut-être une dernière question pour Julien. Les questions étaient surtout pour Alexia jusqu'ici, pour terminer ce webinaire. Yes, bien sûr. De toute façon, il nous reste 4 minutes. On a encore un petit peu de temps. Donc, on va utiliser ce temps. Il nous reste plus de temps que ce que je pensais. Fantastique. Vu que vous avez été très inspiré au niveau des questions, on va pouvoir y prendre un peu plus de temps. Alors, quelle version d'Adobe permettra d'utiliser les outils avec l'IA? Ça, c'est pour toi, Julien. Donc en fait, on a déjà aujourd'hui la suite Creative Cloud, à savoir donc Illustrator, on a InDesign, on a Photoshop qui permet déjà d'utiliser donc Firefly. Donc ça, c'est la version 1. On a la version 2 d'ailleurs qui va arriver pour la vidéo aussi. On parlait d'image tout à l'heure, on aura la vidéo. Sinon, toute la suite Document Cloud, donc effectivement, on a Acrobat aujourd'hui qui utilise de l'intelligence artificielle pour taguer les PDF par exemple, Acrobat Sign qui le fait également, et aussi Adobe Scan. Donc on va rester dans ces applications. Il y a aussi toute la partie Experience Cloud, hein, donc qui est l'autre cloud marketing d'Adobe qui
qui est un petit peu complexe pour moi. Voilà, c'est pas forcément mon modèle de prédilection, mais il y a beaucoup de modèles d'intelligence artificielle, de Adobe Sensei, qui permettent finalement de récupérer des indicateurs marketing, d'analyser les comportements pour vraiment l'expérience de manière générale. Donc c'est vraiment au travers de toutes les suites des 3 clouds d'Adobe, Experience Cloud, Creative Cloud et Document Cloud. Très bien, merci beaucoup Julien. Nous allons passer à la question suivante. Yes. Alors, est-ce que, Alexia, tu as une date de sortie pour Microsoft Security Copilot, ou est-ce que c'est pas une info que tu as encore? Alors, je ne l'ai pas là. Alors, il y a eu des annonces récentes au Microsoft Ignite il y a quelques jours. Donc, je ne suis pas sûre qu'on ait eu la date exacte. Voilà. Après, ce qu'on pourra faire, c'est pour vous envoyer la réponse à nos chers participants. Voilà. Une autre question encore pour toi, Alexia. Désolé, il y en a beaucoup pour toi. Est-ce qu'à terme, il est envisagé d'utiliser Copilot dans d'autres systèmes, par exemple dans SAP? Alors oui, c'est une bonne question. Alors, ça n'a pas été annoncé tel quel par Microsoft, mais je ne doute pas que, au vu des partenariats et du fait que Microsoft veuille donner accès à des outils qui s'intègrent de plus en plus avec les process métiers, ça arrivera. Mais aujourd'hui, Microsoft se concentre d'abord sur l'intégration dans l'environnement tel qu'on le connaît. D'accord. Je pense que nous avons le temps pour une dernière question. La dernière question pour toi, Julien, j'ai une question sur Firefly. Est-ce que les images proviennent de Adobe Stock ou elles peuvent provenir de d'autres banques d'images, par exemple? Et est-ce qu'on est obligé de dire que ces images sont générées par des IA, ou est-ce qu'aujourd'hui, voilà, on n'a pas besoin? Est-ce qu'on peut tromper, entre guillemets, le client? Voilà, c'est des questions qui reviennent beaucoup par ChatGPT pour moi. Alors, ces images, effectivement, sont générées et sont entraînées grâce à Adobe Stock, 300 millions d'assets, comme je le disais, enfin de photos de définition. Donc, ces images, effectivement, on peut les utiliser. Ce qui va se passer, en fait, c'est que dans tous les cas, toute image générée par Firefly, on va avoir des métadonnées dedans qui nous permettent à nous, Adobe, effectivement, de savoir un peu où vont ces images. Donc, quand, par exemple, il y a des problèmes sur certains droits de copyright, par exemple, quand ça arrive, même si c'est protégé, effectivement, on peut toujours se référer à ces métadonnées. En termes d'utilisation, je vous avoue que je vais demander à mes collègues spécialistes de la suite Creative Cloud. Moi, je suis spécialiste Document Cloud et on répondra donc à nos participants par rapport à cette question. Et une dernière chose, est-ce qu'on peut entraîner, est-ce qu'on peut suggérer finalement à Firefly d'utiliser ses propres assets? La réponse est oui. On peut le faire. C'est bon à savoir. Merci beaucoup Julien, merci beaucoup Alexia pour vos interventions. Merci à vous toutes et toutes qui vous êtes connectés, d'avoir été si inspirés, d'avoir été si réactifs dans les sondages, dans les questions. J'espère que ce webinaire vous a plu. Merci également à Jean-François et Alexis qui géraient la partie en régie. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée. Au revoir.